À partir de ce moment, les banquiers doivent faire attention, sinon ils vont prêter de l'argent à des gens qui sont incapables de rembourser. N'entreprenez surtout pas au pays. Développez tout ici. Concurrencez les gens ici. Est-ce que les deux sont incompatibles? Est-ce que c'est pas complémentaire? Donc, un peu comme moi, tu es ici, tu dois être meilleur ici, tu dois être meilleur là-bas. Parce que les deux, au final, c'est pour changer la perception de comment on te voit ici, comment on te voit là-bas. Alors, à l'époque, je voulais être expert comptable. C'était mon rêve. C'est un rêve de gosse. Hein. C'est un rêve de gosse. Ouais, mais les gens n'y croient pas encore en Afrique. Je voulais surtout avoir le maximum d'impact possible. Je ne voulais pas atteindre mes 40 ans sans avoir accompli un certain nombre de choses, d'actions significatives sur le continent africain. Tu as quel âge maintenant? KPMG, j'ai fait 2 ans chez eux, mais j'ai préféré me mettre à mon compte parce que je trouvais que j'avançais pas assez bien dans mes projets entrepreneuriaux. Que certains se lancent dans l'entrepreneuriat et échouent parce que, Salut à tous. Aujourd'hui, nous accueillons notre 3e invité sur le podcast Masora Impact. Le but est d'inviter des entrepreneurs qui font des choses intéressantes dans la communauté et de partager tout simplement leur expérience avec nous. Donc aujourd'hui, nous accueillons Rodney. Merci déjà Rodney d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok, déjà merci beaucoup à toi Daniel de m'avoir invité sur le podcast en ligne. Donc je m'appelle Rodney Fotsing, je suis entrepreneur, je fais beaucoup de choses. Initialement, je crée des sociétés en Afrique, au Cameroun et en Irlande. Également. Je fais également des missions d'expertise comptable avec un cabinet auprès duquel je suis rattaché. Essentiellement des missions de tenue de comptabilité, un peu d'optimisation fiscale aussi. Par ailleurs, je travaille sur un gros projet de construction d'une unité de production de farine à base de manioc au Cameroun. Le projet est toujours en cours et donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis expert comptable stagiaire, donc je suis dans un parcours pour obtenir le diplôme d'expert comptable. Super. Ouais, merci. Je suis entre le Cameroun et la France et voilà. D'accord, super. Donc, tu as effectivement un CV ou alors plusieurs activités à ton actif. Donc, on va juste un peu revenir sur ton parcours, ton parcours académique et comment tu te retrouves aujourd'hui. Donc, on a vu la comptabilité. Également, tu te lances dans l'industrie, donc production de farine de manioc, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact. Ok, c'est super intéressant. Donc, dis-nous un peu plus, quel est d'abord ton parcours académique? Alors, mon parcours académique, je fais le gros au Cameroun, mon parcours. Après mon bac, j'ai fait un BTS en comptabilité et gestion des entreprises à ELG, une école privée à Douala au Cameroun. Ensuite, je suis allé à l'université de Douala pour faire une licence en sciences et techniques comptables et financières. LSTCF, c'est comme les licences CCA, pour ceux qui connaissent un peu. Ensuite, je suis allé faire une maîtrise. Licence CCA, ce sont les licences comptabilité, contrôle, audit. Donc, c'est des programmes axés, contrôle de gestion, comptabilité d'entreprise, fiscalité. C'est un peu les domaines d'expertise de ce programme de licence. Ensuite, je suis allé faire une maîtrise en sciences et techniques comptables et financières, toujours à l'université de Douala, donc à la faculté des sciences économiques et de gestion. Après ça, j'ai décidé d'aller en Belgique pour suivre mes études. Donc, j'ai été pris auprès de HEC, alors la Haute École de Commerce de Liège en Belgique, où j'ai commencé un programme de master en Financial Analysis and Audit, donc analyse financière et audit. J'ai pas terminé le parcours parce que ça me plaisait pas, donc je me suis tourné vers la France finalement, où j'ai été pris dans une école de commerce, l'école supérieure de commerce de Dijon, en Bourgogne.
Donc, j'ai fait un master grande école spécialisé en audit, expertise, conseil dans cette école en alternance où je travaillais pour KPMG. Donc, ce master m'a permis d'engranger la quasi-totalité d'un diplôme national français qui s'appelle le diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Donc, c'est un diplôme qui permet d'accéder finalement à la formation d'expert comptable. Donc, grâce à mon master d'école de commerce, j'ai eu la quasi-totalité des dispenses à l'autre diplôme. Je suis allé passer les autres, toujours à Dijon. Et donc, aujourd'hui, je suis inscrit en tant qu'expert comptable stagiaire à l'Ordre de Paris. Et donc, voilà. Ouais, voilà un peu mon C'est quoi la différence entre un expert comptable stagiaire? Donc, ou un expert comptable normal et un expert comptable stagiaire? La différence, c'est que le stagiaire... Oui, la différence, en fait, c'est que le stagiaire n'a pas encore le diplôme. Donc, c'est comme les internes en médecine un peu, si on veut. Donc, pour être expert comptable diplômé, en fait, il y a 3 niveaux. Expert comptable stagiaire, il y en a même plusieurs. Expert comptable stagiaire, expert comptable diplômé, expert comptable inscrit. D'accord. Donc, en France, pour être diplômé d'expertise comptable, il faut déjà s'inscrire en stage d'expertise comptable. Et c'est un parcours, c'est un cursus qui dure 3 ans. Donc, après, certains peuvent le faire en 2 ans à travers un système qui s'appelle la validation des acquis de l'expérience. Mais le principe, c'est 3 ans. Et au terme des 3 ans, du coup, l'expert comptable stagiaire peut passer les épreuves du diplôme d'expertise comptable. Donc, on a une épreuve d'éthique et de déontologie, on a une épreuve de révision légale, on a un mémoire à soutenir pendant 1 heure auprès de l'ordre des experts comptables. Et ensuite, lorsqu'on obtient son diplôme, on peut s'inscrire à l'ordre des experts comptables maintenant. Donc, moi, je suis encore dans le parcours. Je viens de terminer ma première année de stage. Donc, en 2026, je passerai en 2e année. En 2027, fin 2027, si tout se passe bien, je pourrai passer les épreuves pour obtenir le diplôme d'expert comptable. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, dès que tu as le diplôme, maintenant, tu peux être inscrit. Je peux maintenant m'inscrire. Ouais, je peux maintenant m'inscrire et exercer et signer les dossiers par moi-même. Aujourd'hui, je travaille, comment dirais-je, avec un expert comptable. Donc, c'est lui qui a l'autorité de signer mes dossiers et tout ça. Mais demain, lorsque j'aurai le diplôme, je pourrai moi-même finalement signer les dossiers, donc accompagner personnellement les clients, signer les contrats à mon nom, voilà, en tant qu'expert comptable, inscrit et diplômé. Voilà. D'accord, intéressant. On va revenir sur ton parcours, mais du coup, ça veut dire que tu as une expertise entre l'Afrique et le Cameroun et la France. Ça veut dire que tu es également inscrit à l'ordre d'experts comptables au Cameroun, ou bien, puisque tu accompagnes tu nous as dit tout à l'heure que tu accompagnes également tu as des sociétés, tu crées des sociétés pour des personnes au pays, au Cameroun. Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, ça dépend, hein, certains peuvent s'inscrire également à l'ONECA. L'ONECA, c'est l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. Certains peuvent s'inscrire à l'ONECA pour faire aussi leur stage, pour être expert comptable stagiaire. Hein. Donc, ils sont dans la base de l'ONECA en tant qu'expert comptable stagiaire et à Paris également. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas inscrit à l'ONECA au Cameroun. Donc, c'est quoi l'ONECA? C'est l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. Ah, l'Ordre national, d'accord. Des experts comptables du Cameroun, l'ONECA. Donc aujourd'hui, au Cameroun, je travaille également avec un expert comptable. C'est le même, en fait. Donc, l'expert comptable avec lequel je travaille, il est à la fois en France et au Cameroun. Donc, on travaille ensemble, en fait, sur les deux pays. D'accord. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'accompagne les clients. Alors, c'est vrai que la mission de la tenue de comptabilité relève de la mission de tenue de comptabilité relève de la compétence exclusive des experts comptables. Donc, un entrepreneur ne peut pas il ne peut pas externaliser sa comptabilité auprès d'un prestataire qui n'est pas inscrit au sein de l'ordre des experts comptables. Il ne peut pas le faire. D'accord. Il peut tenir sa compta lui-même s'il s'en sent capable, mais il ne peut pas confier ça à une personne qui n'est pas inscrite à l'ordre. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nos clients qui ont besoin qu'on les accompagne en comptabilité, c'est à travers le cabinet d'expertise comptable auprès duquel je suis rattaché qu'on arrive à le faire.
Maintenant, pour toutes les autres missions, création de société, conseil, pilotage de performance, gestion budgétaire, juridique et tout, un prestataire peut très bien le faire. Donc, Oui, ça, ok, par contre, intéressant. ce n'est pas réservé exclusivement aux experts comptables, mais c'est très recommandé de le faire par un expert comptable, quoi, parce qu'il a D'accord. justement la compétence nécessaire pour accompagner les clients dans le besoin, quoi. Oui, mais Mhm. ce que tu dis là, c'est valable en France ou au Cameroun? Même au Parce qu'au Cameroun, c'est Cameroun, on a valable. Même, beaucoup de comptables qui tiennent les ouais. comptables, qui disent qu'ils sont des Au, comptables et tout, mais est-ce mhm. qu'ils sont Au vraiment Cam- habilités à tenir les comptabilités des gens? non, ils ne sont pas habilités. Au Cameroun, même au Cameroun, c'est valable. Sauf au Cameroun, Mmh. très peu de gens respectent cette règle. Voilà. Mmh. Même au Mmh. Cameroun, c'est valable. Au Cameroun, en fait, je veux dire, une entreprise qui a besoin de conseils en comptabilité. Mmh. Je parle bien de la tenue de comptabilité Tenir les comptabilités, d'accord. oui. L'entreprise se tourner vers un cabinet d'expertise comptable, non pas un gars au quartier qui a une Mmh. entreprise dans son sac. Elle devrait travailler avec Mmh. un expert comptable, mais le fait est qu'au pays aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs qui vont voir les experts comptables, peut-être parce qu'ils sont un peu Mmh. chers, parce que les missions ne sont pas données. Euh, et ce qui est bien dommage, hein, parce que les experts comptables ont beaucoup à apporter aux entrepreneurs en Afrique et même Ok, ici en ok. Europe. Mais les gens n'y croient pas encore en Afrique. Ils ne Bon, croient en tout pas en cas, la magie du conseil, quoi. C'est du ça. conseil, bon, on va essayer de Mhm. revenir justement vers cette partie-là parce que c'est très, très important. On est Mhm. entrepreneur, il y a beaucoup d'entrepreneurs de la communauté qui veulent créer des entreprises ou qui ont même déjà des entreprises ici en France ou Mhm. au Cameroun même. Mais bien Ouais. souvent, la partie juridique ou même comptabilité fait souvent défaut. Mhm. C'est l'un des Mhm. problèmes qu'on rencontre et tout ce qui est administratif. Donc, c'est très important Mhm. que tu en parles. On va essayer de revenir après justement sur comment tu accompagnes les personnes, quel est ton offre, quels OK. sont tes services, tout ça, voilà, pour qu'on D'accord. comprenne bien que c'est super Mhm. important. Donc, les gars, Ouais. restez bien connectés parce que là, on a un expert comptable, voilà, qui est Stagiaire, pas enfin, encore diplômé. Ouais. bon, bon, c'est que tu auras ton diplôme bientôt. Uh-huh. Non, non, ça ne Mhm. souffre de rien, comme on dit au pays, c'est juste une question Mhm. de temps. Le Donc, temps, c'est très ouais. important. Donc, on va essayer Mhm. de revenir un petit peu sur ton parcours. Voilà, j'ai compris que tu as fait tes études BTS, etc. Au pays, au Cameroun. Et ensuite, tu es arrivé encore en Belgique. En quelle année? En 2020, ouais, je suis arrivé en Belgique 2020. en 2020, ouais. D'accord, d'accord. En 2020, très Ouais, en récent. Donc, septembre, oui, septembre 2020. Ouais, ça fait pas longtemps ouais, d'accord, ça fait d'accord. quoi, ça fait Intéressant. 5 ans seulement, ouais. 5 ans, 5 ans. Mais en 5 ans, tu as rien fait. En Ah, tout cas, il y a mieux, hein, il y a mieux il a que fait moi. beaucoup, beaucoup de choses. C'est super. Mais dis-moi un peu, Mhm. mais pourquoi tu as souhaité continuer tes études, on va dire, à l'extérieur, plutôt peut-être de choisir un pays en Afrique ou même Mhm. directement au pays? Très bonne question. Alors, à l'époque, je voulais être expert comptable. C'était mon rêve. C'est un rêve de gosse, Mmh. hein. Ah, c'était un rêve. C'est Ah, un rêve de excellent. gosse. Ouais, Donc, je sais pas. tu as quand même réalisé ton rêve Ouais, de. ouais. C'est pas du storytelling, c'est la vérité. Ah, C'est un rêve de gosse. Pour la petite mais pourquoi anecdote, tu voulais être expert comptable? C'est pas commun. je vais te raconter d'où ça vient, Ah, ce super. rêve. Je vais te dire, je vais partager ça avec toi et tous ceux qui écouteront cette vidéo. Oui, oui. Ah, c'est très En fait, intéressant. quand j'étais beaucoup plus petit, en CM2, je suis rentré de l'école un jour. Euh, Mhm. Ma grande sœur faisait à manger. Elle est en Allemagne aujourd'hui, hein. Elle faisait à manger. Mhm. Et je savais pas où aller après le certificat d'études primaires. Je savais pas si je devais aller Mhm. au lycée, au collège, machin. Je savais pas quoi faire. Donc Mhm. j'étais très indécis, j'étais inquiet. Je me posais beaucoup de questions. Je me demandais qu'est-ce que ma vie deviendra après l'école primaire. Et tu sais, à cette époque-là, Mhm. voilà, c'est un milestone de sa vie. On se pose Mhm. beaucoup de questions. On va Oui, quitter mais est-ce l'école qu'au primaire pour CM2, aller moi, je ne au... me rappelle pas. Moi, Ouais, je me on rappelle va au CM2, quitter. je me posais la question de, Ah bon? voilà, qu'est-ce Non, que je mais veux. Non, non. quand tu vas au collège, quand tu rentres au Ah, collège, d'accord, tu entres au collège. quand tu rentres au Comment collège, t'orienter? c'est quand même, c'est une phase de ta vie. Tu as fini avec l'école primaire et tu rentres au collège. Tu vois ce que je Ah, veux c'est dire? vrai. Tu vas porter une tenue différente. L'école est plus grande. Ah, Tu vois, c'est autre chose. On est content. On a eu ces certificats d'études primaires. On va au collège, quoi. Bref. mhm.
je disais à ma sœur que je sais pas trop quoi faire, je sais pas quelle est la filière que je vais faire au collège. Elle m'a dit, va faire la compta et tu deviendras expert comptable. Comme ça, tu pourras auditer les comptes des brasseries du Cameroun. Donc, elle me l'a dit. À l'époque, j'étais un véritable amoureux de séries télé, d'hommes en costume, tu vois, les Mhm. séries d'avocats, hommes d'affaires, des Mhm. trucs comme ça. Et je regardais des films sur RTL 9, je voyais des gars en costard cravate avec des Mhm. grosses mallettes noires, des chaussures Oui, d'accord. cirées, bien coiffés, un brushing impeccable. Je me disais, mon Dieu, j'aimerais être comme ça moi aussi. Donc quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, mais oui, tu seras comme les gars à la télé là, qui sont bien propres sur eux, coiffés en costume et tout. Je me suis dit, ah, bah, je vais être comme ça, ah, c'est ce que je veux faire. Et Mhm. c'est comme ça que j'ai décidé d'aller au lycée technique, du coup, lycée technique de Nilon à Douala pour commencer le Mhm. programme de comptabilité. Donc, je me suis inscrit du coup en première année, c'est l'équivalent de la sixième, hein, en première année Mhm. employé des services comptables. Donc, première année ESCOM, Mhm. c'est un enseignement technique. Donc, j'ai fait Mhm. un certificat d'aptitude professionnelle en comptabilité, emploi des services CAP, c'est comptables, ça. Mhm. CAP. Après, j'ai fait un probatoire au pays. Pour ceux qui ont fait les études au Cameroun, ils savent ce que c'est. C'est Mhm. un diplôme en classe de première que Ouais. l'on fait en première pour aller en terminale, quoi. Donc, j'ai fait le probatoire en première et probatoire en comptabilité et gestion. J'ai fait un bac en Mhm. comptabilité et gestion et j'ai beaucoup aimé ce que je faisais. J'aimais ça. J'étais très bon Ah. là-dedans. J'avais Mhm. d'excellentes notes. C'est ça, J'étais le hein. meilleur. Ouais, j'avais des notes incroyables. Meilleur du lycée, meilleur de ma classe. J'ai eu des tas de Ouais. bourses des brasseries et tout ça. Donc, Ah, je me suis dit, d'accord. ouais. Donc, du coup, il Intéressant. faudrait, ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, ah ben, continue comme ça. Autant aller jusqu'au bout de ton Mhm. cursus. Et à mesure que j'avançais dans mon parcours, j'aimais encore plus ce que je faisais. J'aimais beaucoup le droit des affaires, le droit des sociétés commerciales, la comptabilité de gestion, la comptabilité générale, le contrôle de Mhm. gestion, la fiscalité de l'entreprise. Il y avait beaucoup de subtilités. J'arrivais à m'en sortir. J'étais très bon. J'ai eu mon BTS Mhm. pour les mains avec mention, ma licence avec mention, ma maîtrise avec mention. Je suis Ouais. arrivé en Europe, Mais du coup, tu as pareil. pratiqué. Tu as eu à faire des stages au pays ou aux brasseries? Au Cameroun, j'ai fait un stage dans un cabinet d'expertise comptable. Bon, c'était même pas un stage, hein, D'accord. c'était un contrat permanent parce que j'ai fait ma licence et mon master dans ce cabinet. En Donc, alternance. oui, un peu comme une alternance au Cameroun, si on veut. Mhm. Donc, oui, j'étais collaborateur expertise comptable. J'y ai travaillé pendant un certain temps. Mhm. Et donc, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais vraiment ça. Bien qu'au Mhm. Cameroun, les conditions n'étaient pas vraiment réunies pour bien Oui. faire son travail, parce qu'il faut être honnête, il y a beaucoup Mais il y a beaucoup voilà, de charlatans quand même. je t'épargne les détails et parfois il faut faire des compromis, il faut contourner certaines choses. C'était pas facile, mais déjà, je voyais quand même un petit Mhm. peu les signaux de cet homme que je voulais devenir, que j'aspirais à devenir. Mhm. Donc j'ai continué comme ça. Maintenant, donc voilà pourquoi je me suis orienté vers la Mhm. compta, hein, vers la compta. Sauf que le sommet de la comptabilité, c'est l'expertise comptable. Tout à Donc fait. si tu commences des études en compta, je te limite en BTS ou en licence ou en master. Oui, d'accord. En fait, c'est très compliqué, tu vois, parce Oui, c'est que compliqué de pouvoir il traiter faudra même des toujours, dossiers. ouais, il faudra toujours à Les la fin aller dossiers voir un intéressants. expert comptable. Ouais, il faudra toujours Mhm. aller voir un expert comptable à la fin. Et donc, je me suis dit, je veux arriver au bout. C'est la Au promesse que meilleur, je me quoi. suis Vraiment, donnée. au dernier Ouais, niveau. au dernier niveau. So- Et donc, c'est la promesse que je me suis faite. À partir de ouais. ce moment-là, j'ai commencé à explorer les possibilités pour être expert comptable. Déjà, depuis le Cameroun, hein. Mhm. Malheureusement, c'était trop compliqué au Cameroun. Ça coûtait trop D'accord. cher. Mes parents n'avaient Mhm. pas les moyens de me payer ces études-là. Ça, c'était Mhm. même quand j'ai eu le bac, hein. Quand j'ai eu le bac, je voulais commencer directement avec le cursus expertise comptable, mais c'était trop Mhm. cher. C'était trop cher. Mhm. J'étais allé à l'Intec Ce sont quoi? Ce sont des Oneka. écoles privées. Ce sont plus des écoles privées qui proposent ça, où il y a des écoles publiques, ou des bon, on sait que l'université au pays, c'est pas toujours, Hmm. c'est toujours. Donc, Au Cameroun, en fait, la seule école qui offre une formation pour faire les diplômes français d'expertise comptable, c'est mhm. l'Intec Oneka, parce que ça va Mhm. te surprendre. Le Cameroun ne délivre pas de diplôme d'expertise comptable.
Ah D'accord, ouais? il y a pas de diplôme Bien qu'ils sont d'expertise comptable affiliés à l'Ordre camerounais. national des experts comptables Ils ont d'Afrique. tous des diplômes étrangers, pour la plupart, des diplômes Wow. français, belges, anglais, espagnols, machin, je sais pas quoi, mais c'est pas des diplômes africains. Après, ils ont récemment ouvert une école en Afrique de l'Ouest, là, qui forme qui forme aussi, hein, sur le parcours d'expertise comptable. Mais disons que c'est un programme qui n'est pas encore assez intégré. Beaucoup de gens boycottent le programme, ils estiment qu'il n'est pas Hmm. pertinent et les gens ont peur même de le faire parce qu'ils se disent qu'en faisant ce programme-là, C'est in pas fine, connu. ils auront du mal effectivement à s'intégrer ailleurs, quoi. Hmm. Et D'accord, donc, d'accord. aujourd'hui, c'est le diplôme français, c'est le diplôme Wow. d'expertise comptable français qui est le mieux abouti au monde en matière Hmm. Ah d'expertise bon, comptable. Oui, c'est le diplôme français. intéressant. C'est un diplôme structuré, complet, lourd, qui demande du temps. C'est un diplôme qui s'obtient après au moins 8 années d'études. Pas Wow. moins de 8 ans, parce C'est qu'il plus faut qu'un déjà médecin, quoi. avoir. C'est Ouais, c'est- c'est ça, c'est l'équivalent d'une thèse doctorale, en effet. c'est ça. Donc, je me Ah, suis je tourné vois vers ce pourquoi. parcours. Mhm. D'accord, intéressant. Mais du coup, à la maison, donc tes parents étaient un peu dans le domaine ou alors, tu vois, là, Pas comment du tout. je... Pas D'accord, du d'accord. tout. Ma mère est commerçante. Mhm. Elle n'a pas fait de grandes études du tout. Donc, disons que c'est mon environnement, hein, qui m'a poussé Mhm. à faire le choix de ce parcours-là. C'est mon environnement, c'est les films que je regardais, ce sont D'accord. les échanges que j'avais ma grande sœur par Mhm. rapport à mes études, c'est les échanges que j'avais avec mes profs au collège, au lycée et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai construit ma voie, quoi, que j'ai Mhm, d'accord. décidé voilà, j'ai décidé de la suivre, ma voie, par rapport Mhm. à tous ces signaux que Mhm. je voyais, j'apercevais autour de moi. Ok, Et donc, je c'est ne le ça. regrette pas aujourd'hui, quoi. Donc, ce Bon, je qui suis me pas dit encore arrivé, que hein. non, non, mais en tout cas, mais c'est intéressant. Ce qui veut dire que parfois, bon, je veux dire, la situation socio-économique de nos parents, de notre famille ne détermine pas forcément ce qu'on va devenir plus tard. Ouais, un peu donc. Pas Il y a du tout. également, voilà, l'environnement, même si au pays, bon, c'est très compliqué si tu ne connais personne, mais avec un peu de chance et de travail, surtout, puisque voilà, tu étais le meilleur de tes classes, donc ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Donc, Beaucoup de travail. Ouais. mhm, Je suis d'accord. passé à côté de beaucoup de choses. Parfois, j'y pense, hein. Tu vois, j'avais des potes qui allaient en boîte, qui s'éclataient, qui s'amusaient, qui faisaient plein de trucs. Moi, j'étais même pas informé parfois, tu vois. Hmm. J'étais dans mes bouquins tout le temps, je faisais mes exercices, je passais des heures devant mon tableau noir avec ma craie pour refaire mes exercices. Mhm. Parce que j'avais Un un but, quoi, rêve, avec ça. oui, j'avais un Mhm. but. Je voulais être le meilleur. Et D'accord. au lycée, je crois que je m'en suis très bien sorti de ce côté-là. J'ai merdé quand même sur à d'autres niveaux, hein. Il faut que je sois honnête. Oui, bien Je suis passé à bien côté de sûr, hein. certaines choses. Mais bon, aujourd'hui, je me dis que cela m'a quand même permis d'être là où je suis parce que c'est cet enchaînement d'efforts, de sacrifices qui m'a conduit là où je suis. Après, je suis encore loin du but, hein. Il faut encore compter au moins 2 ans ou 3 ans pour que je passe les épreuves du diplôme d'expert comptable. Mais ouais, Mhm. j'avance quand même plutôt bien. Mhm. Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé cette partie vraiment de tes études, de ton background pour qu'on puisse comprendre maintenant Avec plaisir. qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc, Mhm. ok, super. Donc maintenant, tu as fini tes écoles, tu as fait une école de commerce, etc. Mais Ouais. déjà, j'ai une question. Est-ce que les écoles de commerce sont mieux que les universités? Pourquoi tu as choisi une école de commerce quand tu arrives en France ou en Belgique? Yes, bon, tu vois, il y a toujours une compétition entre école de commerce et C'est université. vrai, totalement. Tu as totalement raison. Mhm. Il y a une grosse compétition entre les écoles de commerce et les universités. Et dans mon domaine, il y a même également une compétition entre les écoles de commerce et Mhm. les écoles de formation à l'expertise comptable. Parce que D'accord. si tu veux, pour obtenir le DEC, diplôme d'expertise comptable, il faut Mhm. passer, on peut suivre la voie normale. La voie D'accord, il y normale, a plusieurs voies, d'accord. oui, il y a plusieurs voies. La voie normale, c'est celle qui consiste justement à passer les épreuves, les diplômes spécialisés en expertise comptable, tous les diplômes. Donc, il y a Mhm. le diplôme de comptabilité gestion, le DCG, c'est l'équivalent de la Mhm. licence.
Il y a le DSCG, c'est le diplôme supérieur de comptabilité et gestion, c'est l'équivalent du master. Il y a le DEC, diplôme d'expertise comptable. Alors, il y en a qui passent les épreuves du DCG. Lorsqu'ils obtiennent le DCG, ils passent le DSCG et ensuite ils passent le DEC. Ça, c'est la voie normale pour devenir expert comptable. C'est la voie normale, principale, régulière. Ceux-là vont dans les centres de formation parfois. Donc, c'est des centres où on te forme, des écoles spécialisées. On te forme pour obtenir le diplôme. Maintenant, il y a les écoles de commerce qui te permettent d'avoir un master d'école de commerce, comme c'est mon cas. Et grâce à ce master, tu peux être dispensé de plus de 75% des épreuves du DSCG. Le DSCG qui est l'équivalent du master. Et ensuite, tu as juste besoin de passer en candidat libre les 2 épreuves qu'il te reste parce que c'est 7 épreuves pour avoir le DSCG. Moi, j'ai les 5 et donc j'ai repassé récemment en octobre dernier les 2 épreuves qu'il me restaient. Donc, c'est une épreuve de comptabilité et une épreuve de droit. Et une fois que tu les as, tu peux t'inscrire en stage. Avant même, tu peux déjà t'inscrire. Parce que lorsque tu as au moins 5 sur les 7 épreuves, tu as déjà le droit de t'inscrire. C'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit sans avoir la totalité de mes épreuves. Je les ai passées récemment. J'attends les résultats en décembre. Le 10 décembre, j'aurai les résultats. Intéressant. Ouais. Donc, on saura. On croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts. Exactement. Donc, il y a une petite guéguerre, si tu veux, entre les étudiants qui passent par le parcours normal, DCG, DSCG, DEC, et ceux qui passent par les écoles de commerce. Ceux qui passent par le parcours normal, DCG, DSCG, techniquement, objectivement, je pense qu'ils sont meilleurs. Techniquement. D'accord. Je pense qu'ils sont meilleurs que nous autres qui sommes passés par les écoles de commerce. Ça veut dire que un gars qui a fait le DCG, il a dû lire des tas de trucs, faire des dizaines d'exercices. Parce que là-bas, franchement, c'est la technicité, quoi. Enfin, tu as des gros bouquins à lire, tu as beaucoup d'exercices à faire. Tous les matins, vous faites des contrôles continus, des trucs comme ça. Donc, techniquement, ces gars-là doivent probablement être bons. D'accord? Sauf que l'école de commerce apporte quelque chose d'autre. D'accord. L'école de commerce apporte l'ouverture. Tu vois, en école de commerce, on va faire des travaux de groupe, on va faire des présentations, on va faire des semestres d'échange, on va faire des dossiers d'équipe. On va défendre parfois lors de débats nos opinions. Donc, l'école de commerce apporte une certaine ouverture d'esprit. L'école de commerce apporte une dimension managériale que les écoles spécialisées n'ont pas. Au-delà de la technique. Au-delà de la technique. C'est ça. Également, oui. Et aujourd'hui, dans le monde des entreprises, on a moins besoin d'un technicien que d'un manager. On se comprend. Les étudiants diplômés d'école de commerce, ils ont une approche différente. Tu vois, ils pilotent des entreprises. Ils savent comment dealer avec plusieurs domaines de la science de gestion. Ils savent comment dealer avec le personnel. Ils savent comment dealer avec la compta, la fiscale. Ils ont des notions. Ils peuvent fédérer. Ils savent l'idée. Ils ont le lead. C'est des leaders. Tu vois, je sais pas comment dire. C'est une formation qui te prépare à être chef d'entreprise, quoi. Chef d'entreprise. Voilà, alors que le technicien, lui, la formation normale du cursus, de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est mon opinion, prépare plus les étudiants à être de très bons experts, des bons comptables, des bons techniciens, c'est-à-dire des gars qui maîtriseront les subtilités. Sauf que malheureusement, en entreprise, c'est pas quelque chose qui est hyper valorisé, tu vois. D'accord. Donc, c'est pour ça que... D'accord. Donc, si je devais pour ça. D'accord, vas-y, finis, après je te poser des questions. Je disais que c'est pour cette raison, effectivement, que finalement, sur le marché du travail, c'est triste. Mais les diplômés d'école de commerce sont parfois mieux rémunérés que ceux qui ont suivi un cursus spécialisé, quoi. Sans compter le fait que le diplôme supérieur de contrôle de gestion, le diplôme supérieur de comptabilité gestion, DSCG, ne permet pas de s'inscrire en thèse doctorale.
On ne peut pas faire de thèse. On ne peut que faire le DEC, diplôme d'expert comptable. Alors que mon master grande école me permet de m'inscrire dans n'importe quelle université au monde pour faire une thèse doctorale. Tu vois, donc ça, c'est aussi intéressant. C'est cette ouverture-là que ça apporte. Et c'est pour ça qu'il y a une petite guéguerre un peu entre les deux parcours, le parcours normal et le parcours alternatif que j'ai suivi. Voilà. Parce que moi, non, mais un étudiant qui sort d'école de commerce est mieux payé qu'un étudiant qui sort mieux payé en termes de, voilà, même niveau, juste pour savoir. Dans certains cabinets d'expertise comptable, oui. Dans certains cabinets, il y a même une grille salariale en fonction de l'école de commerce par laquelle le candidat est passé. Il a un salaire plus important. S'il a fait HEC de Paris, il est mieux payé. S'il a fait, je sais pas moi, Schema, Business School ou bien Neoma, il est mieux payé. Sans compter que les écoles de commerce coûtent beaucoup plus cher que les universités et les écoles privées. Tu vois, que les écoles spécialisées, l'école de commerce que j'ai faite, par exemple, on était à quoi, 12 500 € à l'année, quoi. À la HEC de Paris, je sais pas, on est dans les 20 000, 25 000 € par an. Ça coûte hyper cher. C'est parce que, justement, c'est le standing de l'école, c'est la cote, la réputation. Ce sont les profs internationaux qui viennent avec de nouvelles techniques pour permettre aux étudiants d'être plus préparés, mieux préparés, j'allais dire, pour le monde de l'emploi. D'accord. Mais aujourd'hui, voilà, quoi. Dis-moi. Mais si tu devais recommander, par exemple, un étudiant ou à laquelle qui écoute cette émission, comment il peut faire? Est-ce qu'il c'est le choix entre faire une école de commerce? Bon, comment il peut s'orienter aujourd'hui? Par exemple, imagine quelqu'un veut être expert comme toi. Il n'a pas beaucoup de moyens. Il fait comment? Donc, après, tu me diras comment tu as fait pour payer tes études. Est-ce que tu as une bourse? Oui. Je pense que c'est souvent aussi les fonds, non? Bon, je vais être honnête. Moi, j'ai failli aller en université, en IAE. Alors, ce n'est pas les écoles, ce sont toujours pas les écoles spécialisées, là, c'est les universités publiques. D'accord. Dans les universités publiques, on peut faire ce qu'on appelle les masters CCA qui nous permettent d'intégrer le stage d'expertise comptable également. Je n'en ai pas parlé. J'ai plus fait la comparaison entre les écoles de commerce et les écoles spécialisées pour la voie normale, mais au niveau des universités, il y a les IAE. Les IAE, ce sont les instituts d'administration des entreprises. Les IAE délivrent un programme de master CCA, master comptabilité, contrôle, audit. Ces masters CCA permettent également d'engranger la quasi-totalité des dispenses au DSCG. D'accord. Donc, à travers ce cursus-là, on peut aussi devenir expert comptable. Donc, si on n'a pas les moyens, on peut aller en IAE, sauf que les places sont hyper limitées là-bas. Il faut vraiment rentrer dans les clous pour pouvoir être pris dans ces écoles-là. Parfois, ils ont 30 places, 40 places, 50 places grand maximum. C'est pas énorme. Et parfois, ils privilégient les étudiants qui ont commencé l'école, le parcours chez eux depuis le début, qui ont eu une licence chez eux. Donc, moi, je proposerais déjà à un étudiant qui veut être expert comptable de tenter les IAE. Moi, j'ai essayé les IAE. J'ai fait plus de 18 demandes au sein de 18 IAE en France. À l'époque, j'étais à Liège, en Belgique. J'ai été rejeté par toutes ces écoles parce que je n'ai essuyé que des refus. À l'époque, j'avais fait un tableau Excel. À chaque fois que j'envoyais une demande, je remplissais le tableau. Quand j'avais la réponse, voilà. Parce que le motif était à peu près le même, hein. Votre parcours est atypique, machin, votre cursus n'est pas, vous êtes trop vieux, des trucs comme ça, quoi. C'est trop vieux. Donc, il voulait des petits jeunes, il voulait garder certaines, nous n'avons pas assez de place, nous sommes désolés, machin. Je n'ai essuyé que des refus. Et donc, je me suis tourné vers les écoles de commerce. Alors, est-ce que j'avais les moyens pour me payer les études en France? Pourtant, au Cameroun, déjà, ma mère n'arrivait pas à me payer mes études. Non, j'avais pas les moyens. D'accord? J'ai simplement pris un énorme risque. J'ai pris un risque énorme. Et les choses auraient pu se passer très, très mal pour moi si je n'avais pas... si la chance et mes efforts n'avaient pas été combinés pour que les choses se passent bien, tu vois. Parce qu'en fait, il faut savoir que tu peux faire ton master en alternance, et dans le cadre de ce parcours d'alternance, l'entreprise finance tes études. Donc, c'est cette chance que moi j'ai eu. J'ai eu la chance de trouver une entreprise qui a bien voulu m'accueillir en tant qu'alternant. Je pense à KPMG. Le cabinet d'accord, tu as travaillé pour KPMG, d'accord. Exactement. Donc,
Quand j'ai été pris à l'école, j'avais besoin d'un acompte. J'ai demandé à ma famille de m'aider là-dessus. J'avais fait beaucoup de jobs d'été en Belgique. Ça m'a permis de mettre à peu près 5 000, 6 000 euros de côté. J'ai appelé mes sœurs, elles ont complété. J'ai pu verser mon acompte de 4 000 euros auprès de l'école. Et avec le reliquat, j'ai pu me trouver un logement en France et suivre mes études. Les 6 premiers mois étaient difficiles parce que j'avais rien. J'étais tout blanc, comme on dit. J'étais fauché. J'ai trouvé mon premier stage au Crédit Agricole en audit interne. C'est là que j'ai commencé un peu à gagner des sous. Parce que franchement, je bouffais pas grand chose. Je serrais la ceinture, quoi. J'étais fauché, tout simplement. Ouais, j'imagine comme tous les étudiants, quoi. Comme tous les étudiants. J'avais épuisé et puis mes grandes sœurs m'avaient déjà assez aidé par le passé pour payer mon loyer en Belgique pendant une année entière. Je ne pouvais pas leur demander. Elles avaient leurs problèmes, elles avaient aussi une famille à nourrir et tout ça. Donc, c'était mon combat, quoi. Donc, j'ai commencé à l'école de commerce de Dijon. Donc, aujourd'hui, c'est la Burgundy School of Business, l'école, la BSB, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, du coup, j'ai commencé mon cursus de Master 1 là-bas. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé mon premier stage. Et c'est là que j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Et après ce stage de 6 mois, j'ai été pris en alternance pour 2 ans. Et c'est ainsi que j'ai pu me sortir un peu la tête de l'eau et tout. Et c'est l'entreprise qui a effectivement payé mes études, mes 12 500, 12 000 euros à peu près de frais de scolarité à l'année. J'avais un salaire et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, si un étudiant a du mal à aller dans une école, dans une université pour faire un master CCA parce qu'il n'a pas été pris, il peut tenter les écoles de commerce, il peut tenter la Paris School of Business, ils donnent 4 dispenses au DSCG, ils peuvent tenter la BSB. La BSB permet d'engranger 5 dispenses, ils peuvent essayer Néoma. Il y a beaucoup d'écoles qui ont un programme de master qui dispense au DSCG. Donc, il leur permet d'entrer en stage d'expertise comptable. C'est un petit raccourci. Parce qu'à la fin de leur cursus, ils ont 2 diplômes de Bac plus 5. Ils ont d'abord le master d'école de commerce et ensuite, ils ont le DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité. Simplement, il faut chercher, il faut trouver une entreprise. Il faut chercher, quoi. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'alternance, moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi. L'alternance est devenue compliquée aujourd'hui. Enfin, très compliqué. Toi, à l'époque, c'était encore une entreprise qui paye tes études comme ça, c'était, on va dire, il faut être bon, il faut être bon, il faut bien vendre son dossier. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas facile, tu as raison. J'en connais qui n'ont pas trouvé d'alternance et qui ont été obligés d'arrêter leurs études. Et quand je te dis que j'ai eu beaucoup de chance, c'est de ça que je parle. Si j'avais pas eu d'alternance, j'aurais pas pu payer mes études et donc mes études se seraient arrêtées directement. Je me serais retrouvé en situation irrégulière en France. Et la situation aurait été très compliquée, quoi. Très compliquée. C'est ça. Ouais. C'est ça, en fait, dans ce combat de beaucoup d'étudiants, beaucoup de frères et sœurs qui arrivent, c'est pas toujours évident. Ok, super. Mais en tout cas, merci déjà de nous avoir partagé cette deuxième partie. Comme quoi, il faut quand même toujours être excellent dans ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Faut jamais lâcher. Faut jamais lâcher. Mais maintenant, on va essayer d'aller dans la troisième partie, quand même ton parcours maintenant entrepreneurial, voilà, qui est celui dans lequel tu t'exerces en ce moment. Donc, tu nous as dit de travailler à KPMG et pendant combien de temps? Et après, aujourd'hui, tu as créé plusieurs entreprises. Tu travailles à ton compte aujourd'hui. Donc, oui. Raconte-moi un peu ce parcours-là. Comment tu as décidé de quitter ton travail? Pourquoi? Et comment aujourd'hui tu gères un peu ta vie entrepreneuriale entre le Cameroun et la France? Ok. Bah écoute, merci. Très très bonne question. Alors KPMG, j'ai fait 2 ans chez eux. Ils m'ont proposé de poursuivre la collaboration avec eux, mais j'ai préféré me mettre à mon compte parce que je trouvais que j'avançais pas assez bien dans mes projets entrepreneuriaux lorsque j'étais salarié ou lorsque j'étais en cabinet en tout cas, parce que je n'avais que mes soirées, mes week-ends et c'était difficile. Je faisais de l'audit. En audit, c'était difficile parce que parfois, il fallait faire de longs déplacements, aller chez les clients, dormir dans les chambres d'hôtel. J'avais beaucoup de mal à piloter mes activités au Cameroun
Parce qu'il faut savoir que j'ai ouvert ma première société, ma vraie société. Alors, j'avais un établissement avant, un établissement à l'époque au Cameroun, à travers lequel j'utilisais pour faire mes petites prestations au pays, déclaration d'impôts pour les commerçants. D'accord. J'avais un cabinet juridique, un cabinet spécialisé en droit des assurances que j'accompagnais en comptabilité. Je faisais leur DSL tous les ans. Ok, donc avant de partir au Cameroun, tu avais déjà, pendant tes études, tu avais ton petit pendant business à côté. pendant que je faisais ma licence et mon master au Cameroun, je faisais déjà mes petits commerces. Je gagnais un peu d'argent. Je pouvais faire même, voilà, je sais pas, 1 million, 2 millions en fin d'année, vite fait, comme ça. Avec des petites... Bon, c'est pas grand chose, mais. Ouais, c'est pour un étudiant, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Mais oui, donc quand je suis arrivé en Europe, en France, en première année de master, j'ai créé ma première société, ma première SARL. Donc, Accounts SARL, donc c'est le cabinet de conseil que je dirige aujourd'hui à distance avec mes équipes qui sont au Cameroun. Donc, quand j'ai créé cette société, j'étais pas seul. Je l'ai créé avec un panel d'associés. Donc, nous sommes à peu près une dizaine aujourd'hui derrière la société. On faisait initialement, le but était d'offrir un service de tiers de confiance. Donc, c'est-à-dire que d'ailleurs, je t'avais appelé à l'époque pour te vendre le truc, tu te rappelles? Ouais. Donc, le tiers de confiance, c'est peut-être que les gens vont pouvoir être intéressés par ce service-là. C'est peut-être intéressant. Le tiers de confiance, en gros, c'est une personne qui est au Cameroun et qui te représente, qui va faire des contrôles sur place au sein de tes entreprises et qui te rend compte, d'accord, qui te fait un retour sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a constaté. C'est comme un auditeur. Qui, voilà, donc tu n'es pas sur place. Tu as besoin d'avoir un avis externe d'une entité spécialisée, tu nous mandates pour aller faire un certain nombre de contrôles dans ton entreprise. Tu peux avoir un magasin de prêt-à-porter, je sais pas moi, une boutique, n'importe quoi, et tu as besoin d'une entité sérieuse pour aller contrôler vraiment ce qui se passe, quoi. Et tu as besoin d'une entité de confiance. Et c'est intéressant pour même la diaspora, nous qui avons une entreprise au pays, on n'est pas là. Et parfois, c'est un service qui est très, très intéressant. C'est un service qui est hyper intéressant, ouais, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on avait commencé à faire. À l'époque, on avait gagné un premier contrat avec une dame qui vivait à Meaux, qui avait des magasins de prêt-à-porter à Yaoundé et à Douala. Et donc, j'avais commencé avec un ami de lycée qui est aujourd'hui un de mes collaborateurs les plus proches, Boris, que tu avais croisé d'ailleurs au Cameroun. Donc, à l'époque, comme on n'avait pas de bureau, on avait pris un abonnement à l'Institut français du Cameroun. Là-bas, il allait travailler dans un espace partagé, machin. Mais il pouvait pas passer d'appel, il pouvait pas recevoir du monde. C'était très compliqué. Parce que je pouvais pas discuter. Il était obligé de sortir à chaque fois pour prendre le téléphone. Donc, je me suis dit, oula, il faut qu'on ait des bureaux. Et donc, à l'époque, j'ai appelé des agents immobiliers locaux. Ils m'ont fait des propositions, mais c'était des trucs tout pourris. Tu vois, des studios complètement farfelus dans des coins tordus. J'ai dit non. Je veux le meilleur bureau qui puisse exister à Douala. Ils m'ont donc envoyé des propositions. Je voulais des bureaux à 750 000. Je disais non, j'ai pas les côtes en même temps. Et donc, je suis tombé sur un magnifique local en plein cœur de Aqua à 250 000 par mois. Je me suis dit, celui-là, je vais le prendre. C'est cher, mais je vais serrer la ceinture, je vais le prendre. C'est ainsi que nous avons pris les premiers locaux d'Accounts qui sont aujourd'hui nos bureaux actuels. Et on a gagné un client, après un deuxième, après on a commencé à faire d'autres missions, des missions de business plan, missions de juridique, quelques missions de conseil vite fait. Et voilà quoi, donc c'est en 2023 effectivement que le cabinet est ouvert, exactement le 11 juillet 2023 que la société est créée. Voilà. Et depuis lors, on continue à délivrer un certain nombre de prestations au Cameroun pour nos clients de la diaspora. On a ajouté la mission d'expertise comptable, mais comme on n'est pas un cabinet d'expertise, du coup, on travaille avec le cabinet Audifec Conseil, qui est un cabinet d'expertise comptable camerounais, avec une antenne en France. Donc, voilà quoi, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. C'est ça ma... Comment dire? Quand je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour cette raison-là. C'est pour conseiller les entreprises. Je pense que c'est ma vocation. J'aime croire que c'est la vocation qui est la mienne.
Super. accompagner les entrepreneurs sur leurs problématiques de gestion, de fiscalité, de Gestion. comptabilité, de finances. Et c'est ce que j'essaie de faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions. Les gens me sollicitent, Rodney, est-ce que je peux ouvrir une boîte au pays? Si j'ouvre une boîte au pays, comment je peux faire, machin? Donc, je leur donne des conseils. Rodney, si je crée une société en Irlande et que j'ouvre une filiale au Cameroun, qu'est-ce que ça donne, machin? Donc, je leur propose des trucs. Et ça, c'est ce que je fais vraiment. Sauf que, et je sors par là, Agnel, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'aurais suffisamment d'impact à travers cette mission, à travers cette entreprise, à travers ces services que je délivre? Parce qu'au-delà d'être entrepreneur et de faire des missions de conseil, de comptabilité, je voulais surtout avoir le maximum d'impact possible et le plus rapidement possible. Je ne voulais pas atteindre mes 40 ans sans avoir accompli un certain nombre de choses, d'actions significatives sur le continent africain. Donc, tu as quel âge maintenant? Tu as quel âge maintenant? Disons 30 ans. Ah, intéressant, c'est très jeune, d'accord, super. Ouais, voilà. Donc, je voulais absolument le plus rapidement possible atteindre mes objectifs, toucher le max de personnes. Donc, je me suis dit, bon, Rodney, là, il va falloir que tu crées peut-être autre chose, quelque chose qui pourrait toucher vraiment les gens, quelque chose qui pourrait apporter de la valeur ajoutée sur le terrain. J'ai donc pensé à créer une entreprise agro-industrielle qui produirait de la farine. Parce que je me suis dit, ça, c'est la nourriture, c'est l'alimentaire. Tu pourras te dire chaque année que tu as contribué peut-être à apporter à manger à plus de 200, 300 familles, 500 familles, 500 000 familles. Et là, clairement, tu te diras, ouais, j'ai fait quelque chose qui compte. Parce que les gens ont du mal à bouffer. D'accord, avant de continuer cette partie-là qui est très importante, justement, on va finir par cette partie agroalimentaire. Mais pour la petite histoire, juste pour dire, je suis à la douane dans tes bureaux, effectivement, pour témoigner quand même. Je pense que j'ai même fait une vidéo que j'ai mise sur la chaîne Account, où voilà, donc vraiment les bureaux sont magnifiques et c'est très intéressant. Et je crois qu'aujourd'hui, tu accompagnes vraiment la diaspora, en tout cas ceux qui souhaitent à la fois créer une entreprise au pays, gestion, tout ça. Et je crois qu'on travaille ensemble également pour la petite histoire sur certaines entreprises ici en France et au pays. Exactement. Donc, on vous dit que c'est vraiment un partenaire très, très intéressant, très, très important également pour Africa Food Industry, qui est notre entreprise dans la production de poissons. Donc, super, non, en fait, c'est vraiment intéressant. Mais avant de basculer sur la deuxième partie de ton parcours entrepreneurial, je veux juste que tu insistes vraiment sur... Après, tu vas nous parler également de ton service de création d'entreprise en Irlande, qui est très important. Ouais. Mais je veux que tu insistes vraiment sur aux entrepreneurs, pourquoi l'importance de créer, en fait, d'être carré au niveau du juridique, gestion, parce que parfois on va au pays, on commence un projet, on fait tout, on produit, mais on n'est pas carré. On n'est pas, il n'y a pas de process et c'est beaucoup de choses qui manquent également lorsque la diaspora veut investir en Afrique. Aujourd'hui, on est plus tourné vers l'Afrique. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire un mot dessus? Oui, le game, quoi, on va dire. Bon, ouais, voilà. On pense que c'est cher, tu vois, non? On pense que c'est cher, mais donne-nous un peu quelques éléments là-dessus. Je pense que il faut... Quand tu fais bien les choses, ça se voit et ça se ressent. D'accord. Quand tu fais bien les choses, ça se voit, ça se ressent. De par ma formation professionnelle et académique, j'aime faire les choses correctement. J'aime mettre en place rapidement la comptabilité de mes entreprises, alors que certains attendront 3, 4, 5 ans même parfois avant de penser à la compta. C'est quand les impôts frappent la porte, ils se disent, ah non, mais la compta, c'est quoi? Donc, c'est les bandits, déjà, ils mélangent tout. Le fiscaliste, même, c'est le comptable, c'est la même personne, machin. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, bien structurer les choses. Et je pense que c'est important de le faire parce que ça inspire confiance. Quand tu fais les choses avec rigueur, tu inspires confiance et tu peux facilement réunir des gens autour de toi. Maintenant, on peut lever des fonds, tu peux lever des fonds. Si tu crées une société et que tu mets en place un système d'information financière fiable immédiatement à la création et que tu traces rigoureusement tes opérations, eh bien, tu peux te tourner vers des partenaires financiers pour leur présenter un peu les premiers insights de ce que tu fais très vite.
Et moi, honnêtement, j'ai deux entrepreneurs. Il y en a un qui vient me voir, qui fait du chiffre et qui tient une comptabilité rigoureuse. Il y en a un autre qui fait du chiffre, mais qui n'a aucun registre. Moi, je vais partir avec celui qui tient la compta parce que je sais que j'aurai une meilleure visibilité sur ce qu'il fait parce qu'il a un système qui est organisé. Les gens aiment travailler avec les entrepreneurs qui sont organisés. Ça fait beaucoup de bien de bosser avec quelqu'un de structuré. Donc, moi, je pense que c'est juste que, Agnel, quand on parle de comptabilité, d'organisation. Mais dans la communauté, c'est pas toujours ça. Tu vois, pourquoi il y a des projets de la communauté qui échouent alors qu'ils avaient un potentiel? Moi, je me pose la question. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais le projet échoue. Comment ça se fait? Alors là, il faut voir, est-ce que le projet a du potentiel? Première chose, parce qu'il faut voir, est-ce que le projet a du potentiel? Il y a des gens qui se lancent dans les projets entrepreneuriaux qui n'ont pas de potentiel, simplement parce que ils sont dans leur délire. Ils ont un rêve, ils poursuivent un idéal, ils refusent de comprendre le marché. Ils refusent d'écouter la cible même auprès de laquelle ils adressent leurs services. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai même pas honte de le dire. J'ai pivoté plusieurs fois dans le cadre de mon parcours entrepreneurial. Je dis, j'ai pivoté. Le tiers de confiance que nous avons commencé à vendre au départ, à un moment donné, on l'a mis en attente, on a sorti un autre service. Les créations de sociétés en Irlande sont même venues après parce qu'on s'est rendu compte qu'on ramait ailleurs, machin et tout. Maintenant, il y a une différence entre pivoter tout en restant dans son cadre, son domaine entrepreneurial et pivoter pour changer complètement d'activité. D'accord? Il y a une différence entre les deux. Donc, pour revenir un peu à la question que tu as posée, moi, je pense que certains se lancent dans l'entrepreneuriat et échouent parce que, un, ils ne sont pas organisés, deux, ils ne s'entourent pas de bonnes personnes et trois, ils se lancent parfois sur des projets qui n'ont pas assez de potentiel. D'accord. Mais j'ai envie de dire même que tu peux te lancer dans un projet qui n'a pas beaucoup de potentiel, mais si tu as les ressources qu'il faut, ça va prendre le temps qu'il faut, mais tu vas y arriver. L'exemple parfait, c'est Stanislas Zézé. Il s'est lancé dans un secteur très, très, très complexe. La notation financière, c'est hyper compliqué. Certains auraient dit, ah non, il n'y a pas beaucoup de potentiel dans ce secteur parce que c'est la chasse gardée des grandes agences de notation financière européennes qui allaient vendre leurs prestations. Il y avait un besoin. Les entreprises locales avaient besoin d'être notées par une société qui comprenne leur réalité économique. D'accord? Mais quelles étaient les chances pour que ça marche? C'était un combat trop difficile à mener, mais il a persisté et au bout de plusieurs années, il a commencé à être rentable parce qu'au départ, il n'était pas rentable. Il a ramé pendant au moins 2 ans pour avoir son premier client. Donc, c'est pour dire que... C'est bien que je parle de rentabilité parce qu'aujourd'hui, la communauté m'a demandé est-ce que tu es rentable? La première question que j'ai est-ce que tu es rentable? Donc, je vais te répondre, t'inquiète. Cependant, ce que je peux te dire un peu par rapport à la question que tu m'as posée, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, il faut écouter. On a une bouche, 2 oreilles, il faut écouter 2 fois et parler une seule fois seulement. Donc, il faut écouter. Il faut toujours faire sa preuve d'idée après sa preuve de concept. Ensuite, sa preuve de concept. Donc, tu veux lancer un truc, tu appelles d'abord tes amis, tu leur dis, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que si je lance ce truc, ça peut marcher? Toi, tu peux acheter mon produit si je lance ça. Est-ce que toi, mon frère, tu peux acheter? Toi, ma pote, là, tu peux acheter ça? Est-ce que tu peux remarquer que les amis sont les meilleurs conseils? Ils vont te dire que non. Non, ils sont pas les meilleurs conseils. Mais tu commences quelque part, malheureusement. Maintenant, après, tu peux aller dans la rue, tu peux aller à des événements et tu démarches, tu rencontres des gens. Je suis allé au Big de BPI récemment. Un groupe de 3 jeunes sont venus me voir, ils m'ont posé plein de questions sur leur projet. Ils développaient une solution d'intelligence artificielle pour évaluer les sites Internet. Tu vois, les sites Internet de e-commerce. Ils m'ont dit, mais vous pensez que ça pourrait marcher? Vous, si on développe un truc comme ça, est-ce que vous achèteriez ça? Est-ce que vous vous inscririez? Je leur ai dit, je sais pas, aujourd'hui, par réflexe. Tu vois, commence par ça. Et ensuite, commence à toute petite échelle. Commence dans ta chambre avec ton sac. Va dans les espaces partagés là, ici à Paris. Tu te mets dans un café avec ta connexion Internet. Tu travailles sur ton ordi. Tu rencontres tes clients dans les restos. Et quand tu as 15, 20, 30 clients, tu te dis, est-ce que je peux pas prendre un petit open space quelque part là? Je paye un abonnement mensuel et ainsi de suite jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où tu prends un grand bureau. Donc, merci vraiment pour le conseil. Je t'en prie. C'est très important.
En tout cas, les gars, vous avez compris, si vous avez besoin de tout ce qui est conseil, consulting concernant vos entreprises, même avant de se lancer, c'est très important d'être, moi je dirais, des amis, mais moi je dis pas des amis, mais les bonnes personnes qui ont la compétence. Tes amis vont te dire non, vraiment, ça ne marche pas rien parce qu'ils-mêmes ne comprennent rien du tout. Ou alors, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes déjà lancés. Comme on dit souvent, ton projet, tu le gardes d'abord au secret, où tu parles à des personnes qui sont vraiment dans le game. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça parce qu'ils en ont parlé trop et on les a découragés, tu vois. C'est vrai. Le découragement, c'est un vrai sujet. Voilà. Ouais. Beaucoup dans la famille. Des choses qui vont mal se passer, contrairement aux choses qui vont bien se passer. Donc, c'est notre gros sujet. Ok, mais dis-moi quelque chose concernant la rentabilité. Combien de temps peut prendre une entreprise pour être rentable? Tu dis que tu parlais tout à l'heure du cas de Stan Zézé qui a passé son premier client, mais est-ce que dans la communauté, on est vraiment, je veux dire, sensibilisé cette question-là? C'est là que tu es dans l'entreprise, on te dit, mais est-ce que tu es rentable? Si bien, est-ce que tu es rentable? Alors qu'il y a d'autres entreprises dans le monde qui mettent 20 ans, comme Amazon, avant d'être rentable, mais les gens continuent d'investir. Oui, c'est vrai. C'est quoi la différence? Je pense que une entreprise, la science de gestion nous enseigne que c'est même parfois après 1 an au minimum qu'on commence à bien absorber les charges fixes. C'est vraiment à chaque fois une question de couverture de charges fixes. Parce que comme les charges variables sont en fonction de l'activité, il n'y a pas de sujet. Ça veut dire, tu vois, si tu ne vends pas, tu n'as pas beaucoup de charges variables. C'est souvent les charges fixes. Donc, la question de rentabilité, en réalité, s'apprécie par rapport au poids des charges fixes. Si tu as des charges fixes qui sont très importantes, tu mettras beaucoup plus de temps à être rentable que si tu as des charges fixes qui sont maîtrisées. Et il y a une différence entre avoir de quoi couvrir le besoin en fond de roulement et être vraiment rentable. Mais avant même de développer ce point-là, moi, je voudrais dire que les entrepreneurs aujourd'hui, beaucoup ne savent pas vraiment calculer leur rentabilité. Beaucoup ont du mal à évaluer leurs coûts. Et en général, les entrepreneurs ne prennent pas en compte le salaire qu'ils devraient se verser à eux, même s'ils ne se versent pas. Donc, d'un point de vue économique, quand tu travailles pour ton entreprise, tu devrais te verser un salaire. Ça veut dire que, en fait, tu parles de rentabilité quand ton entreprise peut couvrir toutes les charges, y compris ton salaire. Et quand je parle de ton salaire, c'est le salaire normal que tu aurais versé à un directeur qui t'aurait remplacé, qui aurait été là à ta place si tu ne travaillais pas pour ta société. Tu vois. Donc, d'abord, avant même d'apprécier la rentabilité, il faut déjà avoir une bonne formule de calcul de cette rentabilité et évaluer de manière objective les coûts réels de la société. Donc, il y a le loyer, l'électricité, les salaires, le transport, l'énergie, avec tout ce que ça comporte. Il faut prendre tout ça en compte pour apprécier véritablement sa rentabilité. Maintenant, une entreprise qui devient rentable après 2 ans, c'est raisonnable. C'est normal. C'est pas too much de mon point de vue. Il faut pas s'inquiéter. Si après 2 ans, tu rames toujours, si après 2 ans, tu rames toujours, mais que tu arrives déjà à couvrir peut-être 60% de tes charges fixes, il faut être content de toi. C'est difficile de créer une société au pays surtout, et de vraiment atteindre le seuil de rentabilité. Parce que, tu vois, en fonction du modèle d'affaires, du modèle économique mis en place, tu seras plus vite rentable, parfois rentable très tardivement. Moi, quand j'ai commencé personnellement, j'avais un modèle d'affaires en fait, j'avais des clients qui me payaient ponctuellement par rapport à des missions. Donc, tu m'engages, je te fais une mission de business plan, tu me payes, c'est fini, quoi, tu vois. Sauf que ce modèle d'affaires est très difficile parce que, en fait, tu sais pas de quoi est fait demain. Tu sais pas si demain, tu auras d'autres clients qui vont continuer à te payer. Tu sais pas si le mois prochain, tu vas gagner plus de clients ou moins de clients. Tu vois, ça varie beaucoup. Et donc, c'est très compliqué. Le modèle économique le plus intéressant pour atteindre rapidement la rentabilité, c'est celui de l'abonnement. Donc, tu offres un service où les gens souscrivent à un abonnement mensuel, ils versent peut-être 50 €, 100 €, je ne sais pas combien. Tous les mois, tu sais que j'ai 10 personnes qui me donnent 100 €, ça fait 1 000 €. Mes charges fixes, c'est ça. Donc, je sais que je pourrais couvrir mes charges fixes comme ça, comme ça, comme ça. En ce qui me concerne, quand nous avons commencé, on avait beaucoup de missions ponctuelles, d'accord? Beaucoup. Et donc, parfois, je faisais un très gros chiffre qui me permettait de couvrir mes charges fixes. Parfois pas.
D'accord? On a eu de grosses missions. On a gagné une mission à 10 000 euros. Donc, c'est quoi? 10 millions, 6 millions, 500 000 francs. On a gagné des grosses missions, des missions à 3 000 euros, 4 000 euros. C'était pas mal. Au Cameroun, on arrivait à couvrir les charges fixes, payer les salaires, le loyer et tout ça. Mais comme c'était des missions ponctuelles, il y avait des moments où on n'en avait pas. Donc, c'était très compliqué en ce moment-là. Mais maintenant, progressivement, on a des missions comptables avec le cabinet d'expertise comptable sur place qui nous permettent de stabiliser un peu notre chiffre d'affaires. Et donc, nous avons bon espoir que, voilà, en 2026, on aura une meilleure visibilité sur notre rentabilité parce que je peux dire qu'on a eu des gros chiffres parfois, hein. Parfois pas. Tu vois, donc c'est très difficile de dire qu'on est rentable ou pas pour le moment, mais avec la stabilisation du chiffre d'affaires sur 2026, je pense que les choses seront bien meilleures. Ok, super. Bon, merci beaucoup. On va sortir par justement ta dernière casquette qui est l'agro-industrie. Donc, tu disais que tu voulais avoir de l'impact. Donc, explique-nous un peu pourquoi tu as décidé de créer cette entreprise et pourquoi c'est important d'avoir de l'impact pour toi en te lançant dans l'agro-business qui est encore compliqué par rapport aux missions d'expertise digitale. C'est vrai. Déjà, il faut savoir que je ne suis pas du tout un spécialiste du secteur de l'agro-industrie. Je n'y connais rien du tout. D'accord? Moi, je suis un manager. Je suis un expert comptable stagiaire. Je suis comptable, comme on dit souvent. Je n'y connais rien. Je suis pas agriculteur. J'ai pas fait d'études dans ce domaine. Je me suis documenté un peu. J'ai lu un peu quelques bouquins sur le manioc, la farine à base de manioc et tout ça. J'ai eu quelques entretiens avec des spécialistes. Donc c'est comme ça finalement que j'ai augmenté un peu mon niveau de connaissance dans le secteur. Maintenant, pourquoi est-ce que je me suis tourné vers cela? Comme je l'ai dit, c'est parce que je voulais avoir de l'impact. Pourquoi est-ce que je voulais avoir de l'impact? En fait, je voudrais que mon passage sur cette terre ne soit pas un passage, comment dirais-je, vain. Voilà, 20, voilà. Tu veux avoir, comme la saison de France, qui dit chaque génération doit trouver sa mission. C'est ça. J'ai toujours voulu faire quelque chose qui marquerait l'Afrique, le monde. Je sais pas si je vais y arriver. Peut-être que je vais crever avant. Je sais pas. Je connais pas de quoi faire demain, mais cela a toujours été ma vision. J'ai toujours voulu apporter quelque chose. Et un simple expert comptable qui crée des sociétés, qui tient la compta des clients, va chez toi. Pour moi, c'est bien. Tu gagnes ta vie, mais quand tu crèves, quand tu t'en vas, voilà. C'est pas, des gens savent même pas trop ce que tu fais, hein, ils comprennent rien du tout. Toi, c'est très technique. Les gens s'en foutent même en réalité. Par contre, Aniel, une personne qui crée une unité pour faire de la farine, ça, par contre, c'est intéressant. En plus, on est dans le domaine de l'import-substitution en Afrique aujourd'hui par rapport après le conflit russo-ukrainien, il y avait beaucoup de sujets sur les alternatives à la farine de blé. Les pays qui ont eu du mal à se faire livrer leur farine à base de blé avaient beaucoup de mal. Donc, c'était un vrai problème. Et je savais qu'en me positionnant rapidement sur ce problème-là, je pourrais apporter ma modeste contribution justement dans la résolution du problème. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers la farine à base de manioc. Et encore une fois, j'ai réuni un certain nombre de personnes autour de moi, une quinzaine. Super. On a investi, on a levé voilà, une certaine somme, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Avec cet argent, on a acquis un site, on a commencé les travaux de construction de l'unité de production sur 450 mètres carrés. L'argent est fini. L'argent est fini en cours de route. Donc, du coup, là, on a décidé de basculer d'abord sur le commerce, c'est-à-dire acheter, prendre les commandes et déjà réaliser ces commandes avec les producteurs locaux. Le temps de gagner encore une fois la confiance des investisseurs pour relancer le chantier, quoi. Et c'est ça, donc c'est la deuxième casquette finalement d'entrepreneur que j'ai et on va voir ce que ça donnera. Je pourrais vraiment être plus à l'aise à parler d'agro-industrie dans 1 an ou 2 quand j'aurai commencé à produire, quoi. Ouais. Ok, mais
Parfait. Donc, plusieurs fois, tu as parlé du fait que voilà, il y a des associés qui t'ont rejoint pour, en tout cas, financer ou investir dans tes projets. Donc, c'est réellement super important. Et je suis dans l'agro-industriel, moi, je suis dans la pisciculture, par exemple. Mais pourquoi les États ne financent pas? Pourquoi nos États ce sont des projets, comme tu as dit, qui sont importants pour le pays, mais pourquoi les banques plutôt sont frileuses à financer ce type de projet au pays? Parce que en Afrique, au Cameroun notamment, les banques ne financent pas les startups. Après, elles ont au Cameroun une perception un peu différente des startups. Au Cameroun, les startups, ce sont les entreprises qui viennent de débuter, tout simplement. Donc, quand tu viens d'ouvrir un business et que tu n'as encore rien prouvé, tu n'as pas encore réalisé une ou deux ou trois commandes, les banquiers ne t'accompagnent pas, tout simplement. Ils ne veulent pas s'embarquer avec toi dans un truc où tu ne leur as pas encore apporté la preuve que tu peux effectivement créer de la valeur. Donc, il y a des banques qui financent, comme Afriland First Bank. Ils sont en surliquidité, ces gars-là. Il y a de l'argent dans les caisses. Ils font des annonces publiques tous les jours pour appeler les entrepreneurs à aller prendre l'argent. Je connais des entrepreneurs qui ont eu l'argent chez Afriland. Simplement, il faut d'abord que tu te battes avec tes propres moyens, parce que malheureusement, en Afrique, c'est comme ça. En Afrique, tu dois d'abord te battre par toi-même. C'est quand tu arrives un peu à apporter un minimum de preuves, de signaux aux banquiers que ceux-ci t'accompagnent contre garantie, parce qu'au pays, malheureusement, les garanties... Mais c'est lourd, non? C'est lourd, on me dit, je suis chez Afriland First Bank. Quand je vois le dossier de financement, c'est un truc... C'est très long, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens, oui. Mais je te mentirais, Agnès, si je te disais que j'arrive pas à les comprendre. Je les comprends très bien. L'environnement africain est très risqué. Très risqué. L'information financière est biaisée. Ça veut dire que les DSF qui sont présentés même par les entrepreneurs locaux, ce sont des DSF qui sont fabriqués dans les cyber. C'est-à-dire que tu vois un gars, tu vois un gars, c'est ça, c'est les bilans. C'est la même chose. La DSF, c'est la déclaration statistique et fiscale. Donc, tu verras une entreprise qui va avoir le gars du cyber pour lui dire, man, fais-moi ma DSF là, s'il te plaît. Le gars va prendre une ancienne DSF, changer seulement l'entête et imprimer, lui remettre, il va aller déposer à la banque pour obtenir un crédit. On ne peut pas s'appuyer sur les données financières des entreprises. Parce que les entreprises ne vont pas voir les experts comptables. Parce qu'elles estiment que c'est trop cher. Elles voient les gars au quartier pour jongler. Donc, ça fait que la banque a du mal à s'appuyer sur les données financières, alors que c'est le principe. En principe, tu viens avec tes bilans, on analyse tes bilans et sur la base de tes bilans, on t'accorde un crédit. Malheureusement, c'est très compliqué de faire ça au Cameroun parce que il y a pas la fiabilité et la pertinence de l'information n'est pas garantie. À partir de ce moment, les banquiers doivent faire attention, sinon ils vont prêter de l'argent à des gens qui seront incapables de rembourser. Et donc, le banquier va souvent rentrer dans les pertes. Et il y a eu des cas, on a eu des cas où les banques ont prêté de l'argent à des entrepreneurs, ils ont disparu, ils sont tombés au sous-sol. C'est ça. Également, les banques ne prêtent que soit le fonds de roulement ou donc. C'est ça. C'est ça. Elles te prêtent l'argent pour réaliser les commandes. Ça veut dire que si tu lances un commerce, tu as un bon de commande là, actuellement là, de 10 millions, tu as besoin de 6 millions pour réaliser la commande. Tu prends le bon de commande, tu peux avoir le banquier avec, tu lui dis, écoutez, voilà mon bon de commande. Mon bon de commande est certifié. Le voilà. Voilà tout ce qu'il me faut. Je vais produire ici. Venez voir. Ils viennent, ils voient comment tu as déjà tout ce qu'il te faut pour produire. Tu leur dis, tout est prêt. Vous me donnez l'argent, j'achète ça, j'achète mon manioc, on écrase, on fait la farine avec, je mets dans les sacs, je vends. 3 mois plus tard, je vous rembourse tout l'argent. Le banquier adore ce type d'arrangement. Donc, les gars, en fait, ils prennent de l'argent pour financer le besoin en fonds de roulement, c'est ça. C'est ça. Ils n'aiment pas trop être dans les investissements de structure. Oui, c'est que nous, comme on a des structures et tout, ça veut dire que parfois tu vas investir sur voilà, les immobilisations, etc. C'est ça. Et ils ne sont pas, ils veulent pas, ils aiment pas, ils veulent pas. Ils préfèrent te prêter de l'argent pour que tu fasses tourner le cycle d'exploitation de ton entreprise. Et on l'aura bien compris. D'ailleurs, c'est dans cette configuration que je vais m'inscrire moi-même dans le cadre. On a une première commande là que nous allons honorer. C'est une commande à 5-6 millions. À peu près 400 cartons de Chikwang. Donc, nous allons, je vais prendre un prêt de 2-3 millions et je vais peut-être demander à la banque 1,5 million, ça va faire 4,5 millions peut-être. Je vais réaliser la commande avec. Et là, le banquier verra que ça se passe bien. Si tout se passe bien, ils commenceront à me faire confiance et à partir de ce moment-là, progressivement, je pourrai prendre plus de crédit.
Donc, c'est le seul moyen, honnêtement, pour avoir de l'argent au Cameroun. Bon, peut-être il y a d'autres moyens que je ne connais pas. Hein. L'État n'accompagne pas, ça c'est un fait, c'est très compliqué. C'est parce que nos États, tu sais comment ça se passe au Cameroun. Hein. L'État ne joue pas bien son rôle. Après, il y a aussi les tontines, tout ça. Mais après, il demande aussi les garanties, tu vois, il demande des tontines. Oui. Les tontines, c'est un levier de financement hyper puissant au Cameroun. Et je pense dans beaucoup d'autres pays. Hein. Donc, moi, je recommande vivement, fortement. La tontine, même, c'est le concurrent principal de la banque. Vous faites une tontine, vous mettez chacun, je ne sais pas, 200 000 tous les mois. Vous êtes 10, ça fait 2 millions. Hein. Donc, le jour où tu bouffes, tu prends les 2 millions, tu peux injecter dans ton activité très rapidement. Donc, c'est quand même pas rien. Beaucoup d'entrepreneurs, même, beaucoup d'entrepreneurs au pays, ils sont enrichis grâce à la tontine même. À la tontine, effectivement. Ça, en fait. Ils se mettent ensemble et puis ils sont 10. Je bouffe en janvier. Après, certains, lorsque l'un est en difficulté, il demande à ce que son nom soit en premier. Comme ça, il bouffe en premier et puis il paye plus tard. Et on est dans une configuration de prêt sans intérêt. Hein. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en fait, les membres de la réunion cotisent, te donnent l'argent, mais tu ne payes que ce compte, tu ne reverses que ce qu'on t'a donné. Tu vois? C'est vrai. Parce que tous les mois, tu vas contribuer pour... C'est ça, en fait. Mais pour trouver ces personnes-là avec qui travailler, avec qui prêter des tontines, c'est aussi une question très, très compliquée, quoi. Parce que c'est vraiment la base de la confiance. C'est la confiance. C'est ça, c'est la confiance. C'est des amis d'enfance, de lycée, des partenaires, des frères, des machins. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça se fait, hein. Je connais plusieurs tontines qui sont nées à côté de moi. Mon grand frère qui est au Cameroun, d'ailleurs, il est dans au moins 3 tontines. Et il s'en sort très bien. Hein. Il s'en sort hyper bien et ça se passe très bien. Ouais. Ok, super. Donc, en tout cas, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Vous pouvez prendre plus de temps, mais en tout cas, merci pour le partage de ton parcours. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait revenir. Bon, je te réinviterai peut-être d'autres épisodes, mais c'est déjà pour voir vraiment l'importance de partager ton parcours, comptabilité, gestion et maintenant entrepreneurial. Donc, voilà. Est-ce que tu as une question que tu aimerais que je te pose avant de sortir de cette émission? J'ai oublié. Non, tu as fait un travail incroyable comme toujours. Tu as posé des questions très pertinentes. J'espère de tout mon cœur que ma toute petite expérience, hein, il y a mieux que moi, hein, il y a plus grand, je me considère même pas encore aujourd'hui comme un entrepreneur vraiment accompli. Je suis encore un peu dans le parcours. C'est bien modeste quand même, à 30 ans. Non, j'ai encore rien fait de mon point de vue. Et je le dis sincèrement, je ne le dis même pas pour jouer la modestie. J'espère humblement que toutes les expériences que j'ai partagées ici avec toi dans le cadre de ce podcast pourront aider les autres dans leur cursus, dans leur parcours, et qu'ils n'auront pas peur d'essayer quelque chose. Voilà, commencer un petit business quelque part, même déjà ici à Paris, tu ouvres une petite boîte de e-commerce là, de temps en temps, tu vends des trucs sur Amazon. Pourquoi pas? Ça mange pas de pain. Tu perds un peu d'argent, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais c'est qu'on a envie de parler de la partie Amazon, effectivement, création d'entreprise et comment qui est également ton cœur de métier, quoi. Ça, tu peux nous c'est vrai. Oui. Bon, moi, création de l'entreprise en Irlande. On va parce que c'était vraiment une partie. C'est vrai, vraiment. Alors, c'est un partenariat que j'ai signé un partenariat avec Agnès et Tatiana Academy SAS, une société que tu diriges. Dans le cadre de ce partenariat, justement, je suis prestataire en création de société à Dublin. Donc, tous ceux qui voudraient faire du e-commerce, par le biais de la société, me sollicitent pour que je m'occupe de la création de leur société là-bas. Donc, oui, c'est quelque chose que j'ai développé. J'ai également eu quelques clients d'expertise comptable à travers le cabinet Audifec Conseil qui sont des sociétés de vente de e-commerce. Et donc, du coup, moi, j'ai développé quand même une réelle expertise un peu sur la tenue de comptabilité de boîtes Amazon, hein, donc je sais à peu près les difficultés que ces entrepreneurs peuvent rencontrer. Donc, c'est aussi un service que nous offrons, nous délivrons. Donc, on crée des private company limited by shares, c'est des LTD. On a aussi développé un programme de formation en ligne pour accompagner un peu les entrepreneurs qui créent des sociétés à Dublin. Donc, c'est la formation Entreprendre en Irlande.
C'est compris dans l'offre que nous délivrons justement à nos clients en partenariat avec Agnel et Tatiana Academy SAS. Donc, ok. La prochaine fois, je vais te réinviter pour qu'on parle de la partie création d'entreprise en Irlande. C'est également une question sur laquelle on pose pourquoi créer l'entreprise en Irlande plutôt qu'en France. Voilà, c'est encore une autre casquette que je fais la fiscalité. C'est intéressant. Sachez que les gars, vous pouvez, au lieu de créer votre entreprise en France, par exemple pour le e-commerce, vendre sur Amazon, vous pouvez le faire en Irlande et je travaille avec Rodney dans ce cadre-là. Donc, tous nos étudiants qui sont sur la plateforme, s'ils veulent créer leur entreprise en France ou en Irlande, c'est Rodney qui s'en occupe. Donc, voilà, je te laisse maintenant te donner un mot de fin. Voilà. Si tu as un message pour les entrepreneurs de la diaspora qui veulent investir en Afrique, vraiment très important, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est qui dit, on va arnaquer, on va voler, tu vois pas, pourquoi vous êtes là, attaché dans le manioc? Tu n'es pas fait qu'on t'arnaque, Rodney. Moi, je leur dirais que d'abord avant, je pensais vraiment qu'il fallait absolument rentrer pour entreprendre en Afrique. Aujourd'hui, je pense qu'on peut entreprendre à distance. C'est pas dangereux, c'est pas compliqué. Mais c'est très compliqué, c'est très dangereux, mais après, ça dépend des secteurs d'activité. Si tu veux faire l'agriculture et tout, tu peux rentrer de temps en temps, mais c'est un secteur pour lequel c'est bien quand tu es sur place. Par contre, si tu veux faire des missions de conseil, tout ce qui est offshoring, tu ouvres une boîte de conseil ou bien un bureau de travail au Cameroun et puis tu délivres des missions à l'étranger, en Europe. Parce que tu peux lancer un business en Afrique pour faire des missions qui sont tournées vers l'extérieur. C'est un peu mon cas. Le cabinet de conseil qu'on a au pays, on a seulement 10% de nos clients sont des clients qui sont résidents installés au Cameroun. La quasi-totalité de nos clients sont à l'étranger, Norvège, États-Unis, France. Ouais, donc je pense qu'aujourd'hui, ça dépend du secteur d'activité. Il y a des business que tu peux faire à distance, comme si tu lances une boîte marketing au Cameroun, tu n'as pas trop besoin d'être là, de mon point de vue. Si tu lances une boîte de développement digital, de conception de site internet, machin chouette, tu recrutes des gars là-bas, tu n'as pas trop besoin d'être là. Donc aujourd'hui, le message que je porte finalement aux entrepreneurs de France, d'Allemagne, de Belgique, bref, d'Europe et d'Amérique qui voudraient entreprendre en Afrique, c'est de commencer quelque chose. Commencer un truc, n'importe quoi. Vous allez peut-être vous faire arnaquer. Ça ne doit pas vous arrêter, ça ne doit pas vous stopper. C'est pour cette raison que vous devez vous faire accompagner par un cabinet sur place, un tiers de confiance, qui peut être mon cabinet ou un autre cabinet. Il y en a d'autres, je pense. Vous avez juste besoin de trouver les personnes fiables sur place pour pouvoir entreprendre. Et nous, on a identifié ce problème. C'est pour ça que depuis des années déjà avec Accounts SAR, on essaie de construire un réseau de personnes fiables. Mais oui, commencez quelque chose. Commencez doucement. Derrière la maison de votre mère à Douala, à Deido ou à Yaoundé, pour ceux qui sont du Cameroun, ou je sais pas moi, à Lomé au Togo ou à Dakar au Sénégal, voilà, pour ceux qui sont des autres pays, et Abidjan, Côte d'Ivoire, voilà, excusez-moi pour les pays que je ne cite pas. Mais commencez quelque chose. Commencez quelque chose tout doucement. Prenez un petit budget de 500 € tous les mois, ou non, 500 c'est beaucoup, disons même 200 sur votre salaire, et puis vous envoyez au pays, vous achetez déjà un truc, vous essayez de revendre le truc. Et il y a plein d'outils qui vous permettent de concevoir des visuels pour commencer quelque part. Commencez quelque part. D'accord, c'est tout ce que je peux dire. Et suivez progressivement votre rêve, votre projet. N'ayez pas peur. Et avant toute chose, faites toujours votre preuve d'idée d'abord. Demandez l'avis, demandez aux gens ce qu'ils en pensent sans les influencer. Ne leur imposez pas. Demandez-leur ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pensent de ce que vous voulez faire. Et après, ajustez votre projet par rapport au retour que vous aurez. Ne soyez pas trop fiers. N'ayez pas la grosse tête. Ne forcez pas les gens à comprendre ce que vous voulez faire. Non. En toute humilité, demandez les retours de vos potentiels clients et selon ce qu'ils vous diront, ajustez votre proposition de valeur, votre offre de service. Parce que vous ne faites pas un produit pour le vendre à vous-même, vous faites un produit ou un service pour le vendre aux autres. Donc, vous donnez aux autres ce qu'ils veulent, parce que vous voulez, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Non, mais c'est un peu ça, c'est super. Mais pourquoi c'est important, je me suis rebondir, pourquoi c'est important pour la diaspora d'investir au pays? D'autres peuvent rester ici, comme nous dit, voilà. Voilà, quel est le mot, quelle est l'utilité derrière ça même?
Je pense que les gens investissent au pays parce qu'ils sont rattachés à leur pays, à leur peuple, à leur continent. Il y a une connexion culturelle, hein, un lien, tu vois. Nous savons, pour nous autres qui vivons en Europe, que nous ne sommes pas, même si on a la nationalité pour certains, on sait au fond de nous qu'on n'appartient pas à ce peuple. Nous savons qu'on n'est pas, même si tu as la nationalité française depuis 20 ans, tu sais au fond de toi que tu n'es pas français. Bon, je ne crois pas trahir un secret en disant cela. Je veux dire, nous savons que nous sommes africains. Même si tu es né ici, si tu as eu des ancêtres africains, tu as envie de faire quelque chose sur ton continent. Et tous, ils s'inscrivent tous, même ces grands, même Kylian Mbappé, ils lancent des actions en Afrique. Parce qu'ils veulent laisser quelque chose. Ils voudraient contribuer au développement du peuple, de la communauté auquel ils appartiennent. Donc, à un moment donné, on veut faire quelque chose au pays par amour pour le pays, mais il y a aussi beaucoup de potentiel. Donc, il y en a aussi qui se lancent là-dessus pour le potentiel. Le capitalisme. Oui, mais honnêtement, entreprendre en Afrique, il faut déjà aimer l'Afrique parce que c'est très risqué de faire du business au pays. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que les gens lancent des trucs en Afrique, quoi. Mais ils pourraient rester ici. Je connais beaucoup de gens qui sont restés ici et qui ont fait des choses incroyables. J'ai rencontré un monsieur d'ailleurs qui était président de l'association des Camerounais de Luxembourg. Tiens-toi bien, Aniel, il avait une vision complètement différente de la nôtre. Nous, on veut entreprendre au pays. Lui, c'était n'entreprenez surtout pas au pays. Développer tout ici. Concurrencer les gens ici. Entrer frapper aux portes où on ne vous a jamais donné accès. Allez vous concurrencer avec les natifs français, luxembourgeois, suisses. C'était ça sa position, sa politique. Donc, allons les bousculer. C'était ça pour lui. Donc, allons lutter les places à l'Assemblée nationale. Allons nous imposer. Mais est-ce que les deux sont incompatibles? Non, pas incompatibles, mais ça diluerait l'effort quand même de se battre à la fois au Cameroun et en Afrique. Ça dilue l'effort de lutter sur les deux terrains aussi. Après, tu peux développer un truc en Afrique et te battre ici. Est-ce que c'est pas complémentaire? Non, je pense pas. C'est un autre débat. C'est un autre débat qu'on va peut-être. C'est un autre sujet. Des conversations comme ça, des sujets aussi profonds parce que moi j'ai une autre conception. C'est vrai. Est-ce que c'est complémentaire ou pas? Ok, c'est une façon de voir les choses, effectivement. C'est ça, Donc, un peu comme moi, tu es ici, tu dois être meilleur et tu dois être meilleur là-bas. Parce que les deux, au final, c'est pour changer la perception de comment on te voit ici, comment on te voit là-bas. Donc, en tout cas, c'est vrai. C'est très pertinent ce que tu dis, en tout cas. En tout cas, on en reparlera. Ok, super, on va reparler, c'est très intéressant comme sujet. Mais en tout cas, merci beaucoup, Rodney, de t'être prêté à l'exercice et voilà, appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai retenu pour mon business. J'espère que vous aussi, les gars, vous avez appris plein de choses. Et en tout cas, vous me direz ça en commentaire. Et on va dire en tout cas, merci beaucoup, Rodney, et rendez-vous aux prochaines émissions, à la prochain podcast avec peut-être Rodney ou un autre invité qui fait des choses exceptionnelles au pays. Donc voilà, les gens qui sont sur le terrain, qui ne sont pas en train de... Voilà, c'est pas l'IA, donc il est réellement sur le terrain et échange le game. Super. Merci beaucoup, Aniel. Prends bien soin de toi. J'espère que nos abonnés sur la chaîne apprécieront tout ce qui a été dit, quoi. Super, en tout cas, moi j'ai beaucoup appris. Après, voilà, on verra bien ce que ça donne. Bon, à très bientôt. Merci. Et à très bientôt. Au plaisir, Aniel. Prends soin de toi. Ciao. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Nous sommes situés au Cameroun, en périphérie de Yaoundé. Notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et surtout à la transformation de poissons. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons plusieurs variétés de poissons. De silure, de tilapia et la carpe. Le tout dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos méthodes d'élevage sont rigoureuses. Chaque poisson est traité avec soin du bassin jusqu'à votre table. Découvrez dès aujourd'hui nos produits frais, des filets de poisson, des conserves savoureuses de carpe, de silure et de tilapia. Des produits sains, bons, prêts à régaler tous les palais. Pour une qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industries. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industries nourrit le monde une bouchée à la fois.